Messieurs, dames, bonsoir à tous. Et puis on enchaîne la troisième interview déjà de la journée avec le régional de l'étape, n'est-ce pas? Anthony Bonnet. Oui, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Super, on s'éclate, plein de monde, il fait chaud, mais on est motivé en tout cas. Alors il fait chaud, vous êtes motivé, mais ça commence très fort, voire presque trop fort, parce que je crois qu'on est déjà presque à l'écoulement des stocks là. Alors je pense que dans quelques minutes, on n'aura plus de stock, ouais. Et pour cause, c'était absolument délicieux. C'est la seule chose que j'ai goûté pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai croqué, et je me suis régalé. C'était un corn dog absolument divin. Racontez-moi ce que c'était. Ouais. Alors j'ai voulu faire une recette avec ce que j'aime cuisiner, ce que j'avais envie de partager ce soir. Ouais. Dans un esprit facile à manger, gourmand, mais avec vraiment du relief. J'ai fait une saucisse avec de la viande des fermes de la région. Cochon, bœuf, plein de légumes grillés, marinés. J'ai mis un peu de miel dedans, de ma production. Des herbes. Et puis on a embossé ça dans le vieil embossoir de mon père. Le petit côté coup de cœur avec mes équipes. C'est beau, c'est beau. Pané avec une chapelure à base de maïs, de semoule de maïs aussi. Ouais. Avec deux sauces, une sauce fromage fumée au bois de cèdre. Ouais. Et une sauce tomate, vinaigre de cidre, évidemment de la région, et graines de moutarde. Tout ça, ça donne une sorte de corn dog hyper junk, mais en même temps très élégant, avec des goûts bien tranchants. Ouais. Bref, un vrai snack de grand chef. Ouais, parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre la street food aujourd'hui. Là, je suis dans un hôtel. Je travaille. Bien sûr, au cours des loges, dans le Vieux-Lyon, n'est-ce pas? Voilà, on a aussi bien le restaurant gastronomique que le petit déjeuner, que le comptoir, le bistrot. Et je prends autant de plaisir, moi, à cuisiner sur tous ces points de restauration. Et la street food, c'est exactement pareil. On le fait avec cœur, on le fait avec des bons produits. Bien sûr, évidemment. On le fait avec les choses qu'on aime et ça donne un résultat, j'espère, en tout cas, que vous avez apprécié. Moi, je me suis régalé. C'est vrai que même si elle est de rue, ce qui est quand même au centre du truc, c'est la cuisine. Ouais, et la cuisine, en fait, on peut l'adapter partout. Quand on aime la cuisine, on est censé pouvoir en faire quand même dans plein de conditions et dans plein de modes possibles, n'est-ce pas? C'est la même cuisine, c'est la même rigueur sur une bouchée que sur un plat plus gastronomique qui va être servi au restaurant étoilé. Alors, cours des loges, vous n'êtes pas arrivé hier, on va dire que vous n'êtes pas arrivé la dernière pluie, ça fait plus de 15 ans maintenant, n'est-ce pas? Oui, ça fait déjà quelques années, mais je m'ennuie pas, c'est toujours en renouvellement et il y a plein de belles choses. On a un terroir extraordinaire autour, évidemment. Que ce soit les monts du Beaujolais, les coteaux du Lyonnais, toute la vallée du Rhône, la Bourgogne. Enfin, il y a tellement de produits qui sont à travailler. Et en ce moment, en plus, on est en train d'embellir la maison. On est fermé pour travaux. On refait une salle qui va être extraordinaire, des cuisines où on va pouvoir vraiment s'éclater et aller au bout des choses. Ouais. Donc, on a vraiment hâte de réouvrir cette fin d'année pour pouvoir le proposer. Alors, vous brandissez fièrement le drapeau lyonnais et pour cause, vous êtes du coin. Alors moi je suis né dans les Monts du Lyonnais, un petit village Saint-Forgeux, où j'ai encore beaucoup d'ailleurs d'amis producteurs. J'ai une vraie inspiration de ces lieux, beaucoup de souvenirs gustatifs, visuels, de sensations, que ce soit autour de la pêche en rivière, que ce soit sur la cueillette des champignons, que ce soit sur les petits fruits, légumes qu'on retrouve dans la région, les herbes sauvages. Il y a tellement de choses qui m'inspirent dans ce terroir qu'on n'a envie qu'une chose, c'est de raconter une histoire. De raconter une histoire, que ce soit sur un repas gastronomique, mais que ce soit aussi sur une bouchée comme ce soir où, quand je l'ai réfléchi, j'ai pensé à plein d'émotions que j'ai pu avoir, plein de petites bouchées, plein de producteurs que j'ai envie de mettre en avant. Et à partir de là, on a cette émotion, il en sort une recette et voilà ma recette pour cette année. Qui était, je le redis encore une fois, absolument délicieuse. Ça fait quand même quelques années que vous êtes du métier maintenant, n'est-ce pas? Vous avez commencé relativement jeune, je sais qu'on vous le dit souvent, mais il n'empêche que c'est quand même une prouesse. Première étoile avant la trentaine. On vous confie les cuisines de Cours des Loges assez tôt, n'est-ce pas? Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 24 ans. Donc 24 ans, on prend la cuisine. Finalement, c'est aussi une question qu'on se pose souvent. À quel moment on est vraiment prêt à endosser le rôle de chef? Alors moi, quand j'ai commencé, je voulais pas être chef. Je voulais juste cuisiner. Ouais. Je voulais juste être au fourneau, avoir des odeurs, travailler le produit, dresser des assiettes, et c'était vraiment le but. Je
Je voulais pas aller plus loin. Mais naturellement, ça s'est fait. Je me suis jamais posé la question. Comme je me suis jamais posé la question quel métier je voulais faire. J'aimais tous ces métiers autour de la restauration. J'aimais que ce soit l'apiculture, j'adore ça. J'aime le maraîchage, j'aime l'élevage. Et le métier en fait de cuisinier est central à tout ça. Et on côtoie tous ces gens, on côtoie tous ces amoureux du bien faire. Et naturellement, ça s'est venu où je me suis rendu compte, si on veut aller plus loin, raconter une histoire, il faut aussi s'entourer de personnes qu'il faut emmener avec soi. Et il ne faut pas oublier, on est aussi des ambassadeurs et des formateurs de tous nos clients, où on leur fait découvrir évidemment le bien manger, on leur fait découvrir notre terroir. Et c'est important, je pense, de passer le message. Vous faites partie un peu de la génération qu'on appelle la génération touche à tout, c'est-à-dire que en fait, quand on est fasciné par quelque chose, on a envie de comprendre comment ça se fait, et puis mieux, on a envie de le faire soi-même. Donc en fait, on arrive maintenant à un moment de la cuisine où, comme vous, on se frotte un peu à l'apiculture, on se frotte un petit peu au maraîchage, bref, tout ça, on s'y frotte, et c'est important dans une cuisine de comprendre les produits. Mais c'est vraiment la base, pour moi, la base de mon métier, la base de l'amour de mon métier, où je suis très curieux déjà de tout ce savoir-faire. On parle de l'apiculture, j'ai des ruches moi depuis des années. On parle de jardin, j'en ai plein. J'ai des amis producteurs de fromage où j'adore les rencontrer. On fait des essais ensemble, on essaye d'aller plus loin. Et en fait, on les tire aussi vers le haut. On les tire vers le haut, on les oblige à se remettre en question. Je veux pas qu'ils restent tout seuls dans leur coin à produire leur miel, produire leurs légumes, élever leur viande sans comprendre pourquoi. Donc on les amène aussi dans nos cuisines, on leur fait goûter. On amène aussi nos équipes pour les sensibiliser. Donc c'est hyper important tout ce chaînage en tout cas. On ne naît pas chef, on le devient, n'est-ce pas ? Comment on motive encore la jeune génération à prendre cette route-là, ce chemin-là, pour devenir chef de cuisine, ou du moins déjà cuisinier, mais chef de cuisine ? Quand on fait une cuisine vraie, en général, les gens nous suivent. Et après, c'est sûr qu'il y a une vraie sensibilisation et on emmène plusieurs fois par an, j'emmène moi mes équipes aller travailler la terre, comprendre la carotte, la saisonnalité aussi des légumes. Les endives, c'est pas toute la saison. Les tomates, il y a une vraie saisonnalité. Nous, quand la saison est finie, on ne la travaille absolument plus, quoi. Donc, il faut comprendre et trouver aussi d'autres façons, peut-être. Je parle des herbes sauvages. Quand il n'y en a pas en hiver, on en fait sécher beaucoup en saison. D'autres façons de travailler. Et le fait de sensibiliser, on le voit aussi bien en cuisine que pour les équipes de salle. On ne va pas travailler de la même façon. C'est-à-dire la carotte, on ne va pas la parer, jeter un quart. Quand elle est tordue, se dire moi qu'est-ce que j'en fais ? On va trouver des solutions. Et tout ça, on les apporte c'est des contraintes qu'on se rajoute aussi quand on crée nos recettes, d'avoir toutes ces contraintes d'utiliser, je prends l'exemple du bœuf ou de l'agneau, on va pas seulement prendre les parties nobles, car l'élevage, ça prend du temps, et qu'est-ce que va faire mon éleveur du reste de l'agneau ? Donc on va aller travailler toutes les parties dans la recette, pour permettre d'avoir des bouillons très parfumés, d'avoir des choses confites, d'avoir des choses rôties. Et au final, on fait une vraie cuisine, c'est pas juste griller, c'est pas juste assembler, c'est réfléchir pour créer un plat avec toutes ces contraintes. C'est des contraintes et une exigence, évidemment, qui est aussi liée à l'étoile Michelin. Une étoile, ça change quand même pas mal les choses, non ? L'étoile vient nous accompagner, c'est pas l'étoile. Nous, on crée pas l'étoile. L'étoile nous accompagne, je pense, et met en lumière notre travail, tout simplement. On essaye de faire un travail très lumineux, on va dire. Et on espère que l'étoile nous accompagne encore longtemps, parce que ça peut permettre aussi peut-être à certaines personnes qui ne connaissent pas notre restaurant, qui ne connaissent pas notre sensibilité aux produits, de le découvrir. Vous voyez justement chez les jeunes générations encore une fascination pour l'étoile, et en tout cas encore un intérêt pour cette reconnaissance-là ? Je pense que c'est un repère, ça peut être aussi un repère, pas que, c'est pas seulement l'étoile, mais c'est aussi un repère. C'est un repère qui vous permet justement d'exister parfois aussi de manière médiatique. On sait que la communication maintenant elle a beaucoup de place quand on est restaurateur, quand on est chef d'un restaurant. Comment justement on arrive à pas se perdre aujourd'hui avec toutes les exigences que demande d'être chef en 2023 ? Alors moi je prends un peu de temps là-dessus, mais c'est juste si je défends des choses, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. J'irai pas plus loin, j'irai pas raconter d'histoire, il faut que ça soit vrai. Et quand c'est vrai, ça fait partie aussi de l'histoire qu'on veut raconter, comme ce soir la bouchée. Je pense que quand on a toute l'histoire de cette recette, on va pas la déguster de la même façon.
Et c'est exactement pareil sur les plats, que ce soit une bouchée ou un plat beaucoup plus compliqué. Ouais, évidemment, donc en fait le storytelling a quand même pris beaucoup de place aussi dans la cuisine, mais quand il doit être fait plutôt sincèrement, n'est-ce pas? Ouais, mais pas plus que quand vous allez chez votre grand-mère et vous avez des frissons quand vous mangez son pot-au-feu ou sa tarte, ou voilà, elle vous raconte les pommes qu'elle a ramassées le matin, ou la viande qu'elle est chercher chez le boucher qui est élevée chez le voisin. Enfin, c'est juste une communication qui a changé un petit peu, mais on reste sur cette partie de rêve, de sensibilité. Quand on voit ce que vous avez fait aujourd'hui, vous prenez un corn dog, donc on va dire que c'est issu de la tradition anglo-saxonne de la street food. Finalement, aujourd'hui, les barrières sont quand même un tout petit peu abolies aussi. On peut se permettre d'aller piocher tous azimuts, plein d'influences, et de les ramener ici, à Lyon, dans un festival, mais aussi au restaurant. Ah ouais, mais heureusement qu'on a ça. Je pense que c'est la vraie valeur aujourd'hui de la cuisine française et lyonnaise, avec tous ces terroirs depuis des générations, que ce soit ces influences italiennes, maghrébines qu'on a pu avoir. On n'aurait pas toutes ces épices dans notre cuisine. Bien sûr. Et on aurait une cuisine, je pense, très pauvre si on n'avait pas cette envie de découvrir et cette curiosité d'aller chercher tous les jours le meilleur. Bien sûr. Et vous pensez aujourd'hui que les gens sont plutôt prêts justement à découvrir, sont plutôt aventuriers en termes de goût? Je pense, oui. Je pense que c'est très... on a envie... on a une génération un peu plus jeune qui zappe très vite. Ouais. Donc on s'en rend compte. Hein. Mais souvent, elles reviennent aux vraies valeurs de goût. Et si la saucisse que vous avez mangée ce soir, j'avais pas pris une qualité de viande, une qualité d'herbe, d'épices dedans, je pense que vous n'aurez peut-être pas pris un deuxième ou un troisième, vous ne serez peut-être pas revenu, ou vous n'auriez pas eu ce souvenir. Bien sûr. En tout cas. J'aurais aimé en prendre un troisième, mais je crois qu'il n'y en a déjà plus, malheureusement. Non, là, à cette heure-ci, ça doit être vraiment la fin, les tout derniers. Là. Ouais, c'est ça. Vous restez pendant combien de temps ici? Alors, encore demain. Encore demain. Demain, ouais. Donc il nous reste encore 24 heures pour goûter ce corn dog, n'est-ce pas? Ouais, et on va produire cette nuit, demain matin, pour être prêt demain soir. Bon, on va vous laisser vous reposer, je vous libère de l'interview pour retourner à vos fourneaux. Merci infiniment, et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir ce que prépare le chef Anthony Bonnet. Je peux vous assurer que ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup, chef. Merci, bon festival à tous. Merci beaucoup, et à très bientôt. Merci à tous. Merci.